Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. Bienvenue à tous dans cet épisode un peu particulier de Course Épique. Cette fin d'année, c'est l'occasion rêvée de faire un bilan de ces 2 ans et demi de Course Épique et plus particulièrement encore quand cette période correspond à la sortie du numéro 100 du podcast. Une petite précision, il s'agit de l'épisode 100, mais avec les hors-séries et autres formats extraits, Course Épique ont déjà plus de 180 épisodes, mais qu'importe, c'est bel et bien aujourd'hui le 100e épisode de son format originel. J'ai donc eu cette envie de vous remercier d'une certaine façon de suivre si fidèlement cette belle aventure qui, il faut bien le dire, a connu une destinée insoupçonnable, et c'est tant mieux. Je mesure chaque jour la chance inouïe de pouvoir parler de cette passion qui m'anime pour la course à pied et d'avoir trouvé chaque semaine une place aussi privilégiée entre vos oreilles avec mes invités évidemment. Les remerciements, ils ont traditionnellement leur place à la fin d'un récit ou d'une cérémonie, mais je tenais à prendre la logique de cours et à les inscrire comme prologue de cet épisode pour être certain qu'ils arrivent jusqu'à vous tous. Merci donc du fond du cœur à chacun d'entre vous d'être là, que ce soit de passage pour un épisode de ci, de là, plus régulièrement, 1 à 2 fois par mois, ou encore d'être fidèle au poste chaque mercredi matin à la première heure pour découvrir le nouvel épisode de la semaine. Merci aussi pour vos mots sur les réseaux sociaux, toujours doux, bienveillants, encourageants et constructifs. Je lis chacun d'eux avec beaucoup d'attention et y réponds sincèrement et je l'espère systématiquement avec le plus grand plaisir. Surtout, faites-moi plaisir, continuez à m'écrire encore et encore, c'est le seul moyen d'entretenir un lien tangible au quotidien, mon meilleur indicateur pour rester connecté à vous dès lors que l'épisode est mis en ligne et est devenu vôtre. Cela me permet de savoir combien il vous a plu, ému, déçu, interpellé ou peut-être motivé. J'ai heureusement la chance de vous croiser de plus en plus sur les courses sur lesquelles je me rends. Je prends un plaisir immense à y rencontrer chacune et chacun d'entre vous. Alors promettez-moi, pas de timidité entre nous, pas de ça. La prochaine fois que vous me voyez, vous foncez me voir et me saluer, je serai toujours très heureux d'échanger avec vous. Mes invités, parlons-en également et évidemment, merci à eux, que ce soit les tout premiers à m'avoir fait confiance alors que Course Épique était à peine sorti de son sas de départ, comme les tout derniers invités que j'ai reçus il y a quelques jours encore. Merci de m'accorder votre confiance, de vous être livré avec autant de cœur et d'inspirer autant les auditeurs du podcast, à commencer par moi. C'est aussi ce qui m'anime et ce qui me donne envie tous les matins de continuer avec Course Épique. Mais revenons-en à notre épisode du jour. Je tenais donc à vous donner la parole dans cet épisode numéro 100 en sollicitant des questions auprès de vous sur les réseaux sociaux en amont de cette émission. Pour éviter tout monologue nécessairement ennuyeux, je me suis posé la question de la personne qui pourrait se faire le porte-voix idéal de vos questions et apporter de l'eau à votre moulin en enrichissant ces échanges avec sa patte si précieuse, son regard toujours éclairé et sa voix experte. Et là, je n'ai pas eu à passer par 4 chemins. Le tracé était bien balisé et la réponse très vite trouvée en la personne de Nicolas Fréret, à qui j'attache une profonde amitié et dont le regard expert et toujours bienveillant m'aide à grandir en essayant de ne jamais perdre le cap de qui je suis et d'où j'aspire à aller. Salut Nicolas, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Salut Guillaume, c'est très gentil ce que tu dis là. C'est très sincère. Et c'est réciproque en passant. C'est gentil. Je suis ravi et privilégié que tu m'aies instantanément fait plaisir de répondre favorablement à cette demande de venir avec moi pour cet épisode 100 et ce format un peu particulier. Le plaisir est pour moi. Comment ça va? Les fêtes approchent, tout va bien? Ça va très très bien, ouais, un peu de fatigue. Et les fêtes, j'espère qu'elles vont me permettre un peu de repos, comme tout le monde. Nicolas, pour faire plus ample connaissance, je te propose un format un peu spécial parce que j'aime bien faire des trucs un peu bizarres parfois. J'ai fait un petit calendrier de l'Avent très resserré. On est le 20 décembre, tu vois, au moment où on enregistre cet épisode, donc c'est un tout petit calendrier de l'Avent derrière lequel j'ai mis un mot-clé, derrière chaque fenêtre qui correspond à un jour. Voilà, l'idée c'est que tu réagisses et ça va être un moyen pour les auditeurs d'en savoir un peu plus pour toi. Donc c'est une interprétation libre de ces mots-clés. Je sais que tu sauras en faire de la poésie. Donc voilà, je te propose de commencer par de la poésie, le 20. Peut-être pas, mais... Que voici. Alors, que voilà. On ouvre le 20. C'est un mot. Oh, dis donc. Distance Plus. Alors, Distance Plus, c'est un magazine de trail qui est né au Québec, où j'ai vécu pendant 10 ans et où je vis encore pour le tiers de l'année à peu près. Mon amoureuse vit là-bas, à Montréal. Distance Plus a été lancé en 2016 officiellement avec mon camarade Vincent Champagne. Et à l'époque, il n'y avait pas de magazine consacré à la course en sentier, comme on dit au Québec. On dit aussi trail, mais plus en synonyme.
Et donc, on a créé cet espace médiatique-là en essayant de faire un média sérieux, j'ai envie de dire même classique dans sa façon d'écrire, du journalisme classique. Et on a créé un monstre rapidement, puisque la communauté de trail est, à l'image du Québec, pas très grande, mais en même temps en pleine explosion. Et il n'y avait rien, à part quelques articles de ci, de là, dans la presse plein air, outdoor. Et donc, les trailers ont tout de suite adopté Distance Plus, qui a grandi assez rapidement. Et aujourd'hui, Distance Plus, quand je suis revenu m'installer en France, il était évident qu'il fallait le développer en France. On avait un bassin de lecteurs qui était assez conséquent. Donc on a développé une édition française, donc avec du contenu sur ce qui se passe en France, sur les athlètes français, même si évidemment dans le meilleur des mondes, chaque article peut être lu par les deux éditions. Mais voilà, Distance Plus a fait, je crois, sa place et a une patte un petit peu différente, j'espère, des autres concurrents, sans que ce soit négatif pour les autres concurrents. Mais voilà, un côté très, très classique. Je te propose d'ouvrir par anticipation la case de demain, Nicolas, si tu veux bien. La 21. La 21. Transmission. Alors, transmission, il se trouve que là, on enregistre dans une école. On peut la citer d'ailleurs, hein, c'est l'ISCPA, dans le 10e arrondissement de Paris. Alors, il se trouve que c'est l'école de journalisme où j'ai étudié, dont je suis diplômé. Il y a une dizaine d'années à peine. Ah oui, c'est il y a 5-6 ans. Il y a trop longtemps. Et lorsque je suis revenu du Québec, j'ai pas voulu retourner. Alors déjà, il y avait un écœurement pour ce qui me concerne du journalisme classique. J'étais reporter, présentateur en radio, mais j'étais journaliste, on va dire, on appelle ça un journaliste généraliste, c'est-à-dire que je faisais un peu de tout, spécialisé dans rien, et beaucoup d'infos j'y arrivais plus en fait. J'avais beaucoup d'émotions après, notamment la naissance de mes enfants. J'étais plus à l'aise de la même manière à traiter l'information. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à me spécialiser en course à pied, en course en sentier. Je me suis formé comme coach. Et puis on a créé donc Distance Plus. Préalablement à ça, j'ai eu la chance d'être rédacteur en chef d'un magazine très généraliste où je me suis intéressé à l'ultra trail, au trail, etc. Donc tout ça a été étalé crescendo. Tu courais déjà en parallèle? C'était déjà un centre d'intérêt pour toi? C'était un centre d'intérêt depuis toujours. Moi, je cours depuis très longtemps. Et depuis 2006, en 2006, j'étais alors en région parisienne et j'ai intégré un club de course qui faisait course, oui, surtout du trail, avec plein de gens géniaux. Et il y avait Michel qui courait uniquement la petite heure du mercredi avec tout le monde. Et puis des gens qui m'impressionnaient énormément, qui n'avaient à la bouche que Diagonale des Fous, Festival des Templiers et UTMB. C'est là où j'ai découvert ces endroits-là et tout a commencé sur cet intérêt-là a commencé en 2006, même si le fait de vivre et de grandir à côté d'une forêt fait que j'ai couru en forêt toute ma vie. Mais pour revenir sur ce mot de transmission, parce que j'ai tendance à m'égarer souvent, quand je suis revenu en France, je voulais continuer Distance Plus, même si pour la majorité du temps c'est du bénévolat, on travaille gratuitement sur Distance Plus, j'espère que ça changera, mais c'est en train de commencer à changer. Je voulais continuer à développer Distance Plus, et pour ça, il fallait pas que je m'engage dans une autre rédaction, par exemple, parce que sinon, je me serais engagé à corps et âme, et puis voilà, ça aurait pas été une bonne idée. Et donc, j'ai eu l'opportunité de devenir prof de journalisme. J'aime pas ça trop le mot prof, parce que je pense que c'est un métier très 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 important, être enseignant et prof, et je me considère pas comme ça. Je suis plus pour le coup un passeur, un journaliste, un professionnel qui essaye de transmettre de l'expérience, et c'est ça maintenant, c'est entre autres ce que je fais, de transmettre, d'apprendre ou d'initier de jeunes étudiants en journaliste à devenir des journalistes professionnels, et notamment en radio. On est d'ailleurs dans le studio radio de l'ISCPA aujourd'hui.
On avance dans le temps encore, on est désormais jeudi 22. Alors c'est parti pour le 22. Bande. Alors là, dans bande, il y a beaucoup de choses. Il y a la bande FM d'abord. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai opté pour ce nom de podcast, la bande AD+. Alors d'abord, j'ai toujours aimé les émissions de bande. La convivialité des émissions de bande, l'énergie, la diversité, etc. Je suis un auditeur de radio depuis quasiment ma naissance, parce qu'il y a toujours eu de la radio à la maison, à la fois chez mes parents et chez mes grands-parents qui étaient la maison d'à côté, et notamment RTL et les grosses têtes qui tournaient. Alors j'ai jamais été un grand fan des grosses têtes. Non, je dis ça parce que il se trouve qu'il y a eu un article sur la bande AD+, dans Ouest France, où on a l'impression que je suis fan. Mais alors c'est une émission générationnelle, c'est une émission géniale pour bien du monde. Mais ceci dit, cet esprit-là a quand même semé une petite graine. Donc bande comme la bande FM, la radio que j'ai toujours écoutée. Et quand on a créé à Distance Plus le podcast, la bande AD+, le principe de base, c'était de réunir autour de moi des experts, des gens avec une très haute crédibilité, que ce soit des athlètes de haut niveau, mais aussi des gens qui gravitent autour du monde du trail. C'est finalement, j'avais pas encore le nom de l'émission, mais j'étais en train de créer une équipe, de créer une bande, et D+ pour Distance Plus, la bande AD+, tous des amateurs pour la plupart de gros dénivelés, que ce soit monté ou descendant. Donc ça a été la bande AD+. Donc c'est l'esprit de bande me plaît beaucoup, et j'aime ça être à la fois avoir un petit peu de... C'est-à-dire que dans la bande AD+, le podcast La bande AD+, je suis au centre du jeu, évidemment, puisque je suis le meneur de jeu, mais je suis aussi un petit peu en retrait. Et ça, j'aime bien. Je suis pas on dirait pas là ici, puisqu'on est quand même en train de parler dans un micro, mais je suis pas hyper fan de la lumière. Et j'aime bien mettre les autres en lumière, un peu comme tu le fais toi dans Course Épique, où on va parler on va parler à des gens qui ont quelque chose à dire, et on va essayer de faire en sorte de leur faire dire de tirer le meilleur de chaque personne. Donc ça passe par nous. Mais au service de l'invité. Mais au service des invités, de l'information, du propos, de l'histoire, en fait. Vraiment de l'histoire, c'est un mot auquel que tu aimes beaucoup, histoire, tout comme moi. J'ouvre le 23. Ouais. Québec, j'en ai déjà parlé. Québec, c'est le pays de mon cœur. Je suis né, j'ai grandi en Normandie, mais je me suis connu vraiment au Québec. Je suis parti avec celle qui est aujourd'hui la maman de mes enfants en 2008, et pour une aventure, on peut vraiment le vivre comme ça. Et puis l'aventure est devenue la vie, avec des enfants, avec des rencontres exceptionnelles. Je me suis installé, nous nous sommes installés à Montréal, qui est une ville que j'aime profondément, et tout particulièrement un arrondissement dans cette ville qui est tout près de l'eau, qui s'appelle l'arrondissement de Verdun. Et c'est vraiment l'endroit où je me sens chez moi, le Québec. Et puis donc aujourd'hui, mon amoureuse et mes deux belles filles vivent là-bas, donc le cœur est gros, et le Québec est partout dans ma vie en fait. Mes enfants sont québécois, même si aujourd'hui ils vivent en France. J'y passe une partie de l'année. Distance Plus est né au Québec, et je continue de nourrir ça le plus possible. Je suis impliqué dans la communauté de trail au Québec, que ce soit à l'Ultra Trail Americana du Canada, où on a eu la chance de te croiser cette année, mais aussi je pense être impliqué pas mal dans cette communauté-là. J'aime beaucoup le Québec, j'aime beaucoup les Québécois, et la course en sentier. Rien à voir avec le trail. Non. Allez, j'ouvre le 24. C'est la dernière, c'est presque Noël qui frappe à la porte. Dossard. Alors Dossard, moi je suis vraiment pas un grand coureur. En fait, je suis un grand coureur dans l'absolu, parce que je cours depuis longtemps, je cours beaucoup, je cours tout le temps, que j'aime
énormément ça. Je raffole de courir, de partir dans le bois, de partir à la montagne quand l'opportunité est là, de courir au bord du fleuve Saint-Laurent à Verdun. Il y a une petite trail assez géniale qui fait partie de mes routines quand je suis là-bas. Et le dossard est devenu, à un moment donné, j'ai jamais été très compétitif, moi, comme garçon. Peut-être parce que j'ai jamais été très, très bon. Mais à un moment donné, c'est devenu normal de s'y essayer. Donc, j'ai accroché quelques dossards avec l'envie très rapidement de faire de l'ultra. Et aussi de la bêtise qu'on fait beaucoup quand on est coureur et qu'on se met au trail et qu'on a envie de devenir ultra trailer. On a tout de suite envie d'aller vite. Beaucoup, hein. Beaucoup ont envie d'aller vite. Et je crois pas que j'avais envie d'aller vite, mais je suis allé trop vite quand même. Et je suis monté... j'ai quasiment jamais porté de dossard avant de courir le 65 km de l'UTHC, qui a été ma course de rêve. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je courais le matin et le soir. Je me transportais en courant pour aller au travail downtown de Montréal. Et donc, je cumulais beaucoup de kilomètres sans faire forcément d'entraînement, ce qui était très pratique. D'ailleurs, c'est vraiment un conseil que je donne à tous les parents qui sont amateurs de course. Si vous pouvez courir tout ou partie de votre transport pour aller au travail et revenir à la maison, ça sauve beaucoup de temps d'entraînement, et notamment pour quand on a des enfants en bas âge et qu'il faut être là, que c'est pas forcément facile de s'entraîner. C'est vraiment une solution géniale. Évidemment, ça prend une logistique, mais c'est quelque chose qui a très bien marché pour moi. Et donc, ce premier dossard à l'UTHC a été génial. La course s'est passée merveilleusement. Il n'y a pas eu de down, pour ainsi dire. La gestion de l'hydratation, de l'alimentation s'est bien passée. Et c'est toutes les courses que j'ai fait après qui ont été à la limite du catastrophique. On en a partagé une tous les deux d'ailleurs. C'était mon premier DNF. On a partagé ce grand plaisir de ne pas finir ensemble à MCC il y a quelques mois. C'est vrai. C'était le premier dossard depuis longtemps. Et alors pour le coup, pour ce qui me concerne, j'ai pris le départ sans envie. En fait, si j'avais très très envie, j'étais super excité de courir autour du Mont Blanc. C'était au début de l'UTMB, au début de la semaine de l'UTMB, et on avait, toi comme moi, un programme très chargé au niveau du boulot, et je trouvais ça cool parce que on avait une course qui se déroulait le lundi. Et une fois la course passée, on pouvait se concentrer sur notre travail. J'y suis allé avec un entraînement qui était délétère, voilà. Et puis et j'avais pas envie. En fait, les dossards que j'ai portés quand je dis que c'est une catastrophe, c'est que c'est au niveau digestif, etc. Ma gestion de l'alimentation, c'était un peu catastrophique. J'ai beaucoup trop vomi en ultra dans ma vie, qui fait que voilà, les dernières courses avant la Covid étaient devenues des plaies, et c'était pas cool. Donc quand j'ai couru la MCC, c'était le pari, le défi, c'était soit t'as du plaisir, soit t'arrêtes. J'ai eu du plaisir la grande majorité de l'ascension, et puis à un moment donné, j'ai shut down une nouvelle fois au niveau énergétique. Et j'avais plus envie d'être là. Tu m'as dépassé d'ailleurs à un moment donné. J'ai même pas été capable de suivre tes pas, parce que j'ai eu la volonté, mais ça n'a pas été, et ça m'a donné le coup de grâce. Je me suis allongé avec la vue sur le glacier de Trian. Je suis resté là une demi-heure. J'ai passé un très bon moment, et je suis reparti un petit peu la queue entre les jambes, mais sans pression. Et après, j'ai abandonné au col de Balme. Je reviendrai tôt ou tard, puisque là, je me refais une santé. Je veux repartir pas de zéro, mais je veux repartir tranquillement. J'ai toujours envie de découvrir l'ultra. Je sais pas si finalement je suis fait pour ça, mais je pense que je suis allé trop vite et que je n'ai pas attendu d'avoir les bonnes adaptations, que ce soit physique ou justement les adaptations énergétiques, comment bien gérer l'alimentation, l'hydratation, etc. Et donc je vais repartir. Je me suis pris une coach, une des membres de ma bande, Sabine Erström, qui est géniale. Et donc je me fais coacher pour la première fois de ma vie, et ça, j'avoue que j'aime bien, de voir être un élève, d'être discipliné, d'être guidé. Autant je fais un petit peu de coaching moi, mais être dans la position du coaché, je trouve ça c'est très cool. On en est au début, et l'idée, c'est mon objectif de 2023, ce sera l'intégrale d'Écosse au Festival des Templiers. Donc c'est raisonnable, je pense, 66 km et 2800 mètres de dénivelé. Il y aura quelques courses d'ici là un peu plus petites, et puis tranquillement, pas vite, on va monter vers, j'espère, des ultras.
Chaque chose en son temps, c'est déjà un bel objectif. C'est ça. Ouais. Merci Nicolas pour cette présentation et cette introduction. On a donc compilé ensemble thématisé les questions qui ont été reçues sur les réseaux sociaux afin de pouvoir structurer nos échanges au fil de cet épisode. Donc si c'est bon pour toi, moi je suis pareil. Je vais essayer de relayer le mieux possible ce que t'ont demandé tes auditeurs. J'en profite pour les remercier de toutes les questions que j'ai pu recevoir là, pour cet épisode. C'était hyper intéressant. Un certain nombre convergeait et puis ça balayait un spectre assez large. Donc merci à tous d'avoir joué le jeu et puis d'avoir transmis ces questions. Alors il y en a plusieurs qui aimeraient savoir ce que tu faisais avant d'être le Guillaume Lalu de Course Épique. Il y a Steph Duré qui te demande notamment c'était quoi ton parcours scolaire, tes études supérieures, ton premier boulot. Il veut tout savoir, lui. De qui étais-tu avant? Je crois que c'est elle d'ailleurs, Steph, me semble-t-il. Je n'ai que Steph, je pense que c'est elle, je crois. Effectivement, Steph, ça peut être elle, oui. Alors elle. J'ai commencé, moi j'ai un parcours, j'ai un bac scientifique et ensuite je voulais pas me fermer vraiment de porte, donc je suis allé faire une fac de sciences éco et arrivé en fin de cycle après ma maîtrise, parce que ça s'appelait maîtrise à l'époque, maintenant c'est des masters, j'avais une obsession pour la musique qui est mon autre passion, c'est-à-dire que moi j'ai une jambe qui est la course à pied et puis l'autre c'est la musique. Mais tu es musicien? Et je suis très mauvais musicien. Voilà, donc j'aime beaucoup écouter, en parler, aller à des concerts et boire des verres avec des amis à des concerts, mais je suis un piètre musicien. Mais j'ai eu mon petit groupe, j'ai eu les cheveux longs, teint en burn, enfin voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait aux grandes dames de mes parents. Et voilà, et arrivé en maîtrise, j'ai voulu travailler dans la musique, donc j'étais inscrit en troisième cycle de commerce international et puis c'était pas ce que j'avais envie de faire fondamentalement, donc j'ai tout mis de côté et puis je me suis dit que j'allais trouver un stage dans la musique, faire une année de stage. Je raccrochais ensuite un diplôme en communication audiovisuelle, voilà, donc il y avait déjà des petits indices sur ce qui se passe aujourd'hui. Quand même. Et voilà, et puis ensuite j'ai trouvé les premiers jobs chez Universal Music, donc j'ai bossé dans le disque, c'était ça mes premiers pas professionnels et ça a été une source d'accomplissement exceptionnelle. Et puis ensuite je suis parti au Québec, donc on partage cette passion pour le Québec. J'ai vécu 3 ans. J'ai continué à bosser dans la musique pendant 1 an. Voilà, et puis je voulais explorer le digital qui à ce moment-là était en train de rentrer dans l'art de la musique et moi je voulais un peu comprendre ce que c'était. Et donc il se trouve que j'ai travaillé sur des sujets réseaux sociaux, on était en 2007, donc c'était vraiment les balbutiements de Facebook, même en Amérique du Nord qui avait un temps d'avance sur l'Europe, c'était les tout débuts. Et voilà, quand on voit ce que c'est devenu aujourd'hui, ça a été pour moi une super formation et d'être finalement très tôt dans la compréhension des réseaux sociaux, ça a été hyper intéressant pour moi. Et ce qui fait que quand je suis revenu en France, c'était des profils qui étaient plutôt recherchés par des agences et donc c'est un nouveau monde qui s'est ouvert à moi, les agences de communication, où j'ai travaillé pendant une grosse dizaine d'années. J'ai monté une start-up dans la musique aussi, mais voilà, j'ai gravité quand même globalement autour de marketing, communication, des problématiques de compréhension des enjeux des marques et d'essayer de trouver des dispositifs pour essayer de répondre à ces enjeux-là. Ça a été un peu ça et j'aimais bien cette gymnastique intellectuelle, avoir un spectre assez large de réflexion et le matin on parle d'automobile, l'après-midi on parle de food, le soir on parle de fringues ou de sport. Enfin voilà, c'était cette gymnastique intellectuelle me nourrissait pas mal et c'était assez fondateur pour moi, donc ça m'a beaucoup accompli. Puis la musique est resté un fil conducteur pendant. C'est ça, j'allais te demander si elle te manque la musique, mais est-ce qu'elle est toujours, j'imagine, très présente dans ta vie, même si professionnellement elle est moins là? Ouais, elle est très présente. J'écoute, je pense, quand j'ai les petits best-of Spotify de fin d'année, le résultat en général, c'est que j'écoute genre 34 jours en continu de musique sur une année. Donc j'écoute. Il n'y a pas de silence chez moi. Ça n'existe pas. C'est pas très bien pour mes oreilles, mais je suis un passionné de musique, donc quand je bosse, à part quand je monte des épisodes ou autre, j'ai pas de musique et parfois ça me frustre parce que j'ai besoin de bosser. Je peux écouter 10 heures de musique par jour. Est-ce que tu cours en musique aussi? Non, je cours en podcast par contre. Ouais, je cours en podcast et pour le coup pas que running, même très peu finalement. Je vais justement aller butiner plutôt d'autres thématiques. Voilà. Donc, pour t'inspirer. Ouais, pour m'inspirer, pour comprendre des formats, pour me divertir aussi à le moment où j'ai besoin. Enfin voilà, c'est ou apprendre, ça dépend. Il y a quand même chez toi depuis le départ un côté très entrepreneur. Je l'ai développé, je pense. Je l'ai pas eu très longtemps. Je trouvais ça assez confortable d'avoir un CDI, de ne pas se poser de questions. J'ai lancé ma première boîte dans la musique. J'avais lancé un Spotify des concerts. En fait, c'était une offre d'abonnement qui permettait d'aller assister de façon illimitée à des concerts. Donc, on avait un agenda glissant à J-3 qui disait, voilà, là, on est mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, voilà ce qu'on te propose comme concert. Donc c'était très éditorialisé. On avait une 50aine de concerts par mois. C'était pas du tout la poubelle de tout ce que personne voulait aller voir. On faisait vraiment des choix éditoriaux forts. On avait branché un Spotify Connect et un Deezer Connect, ce qui faisait qu'on connaissait en fait les usages musicaux de nos abonnés, ce qui nous permettait de nous positionner sur les bons concerts, de leur proposer les bonnes expériences. Et voilà, et ça a été hyper intéressant. On a été incubé, on a été accéléré par M6. Enfin voilà, ça a été un projet entrepreneurial vraiment intéressant. Et c'est plus après, quand j'ai bossé dans une start-up
J'étais DG d'une startup dans le marketing digital juste avant, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais juste avant Course Épique. Et ça a enfoncé le clou de cette envie d'entreprendre, en tout cas de décomplexer cette envie-là, même si je ne considère pas être un natural born entrepreneur. Ça m'a en tout cas décomplexé sur ça, ces expériences-là. Tu aimes avoir des idées, ça c'est assuré. Après, le fait d'être entrepreneur, c'est encore autre chose, mais d'être en ébullition, d'être en intérêt. Quand tu es en train d'écouter d'autres podcasts pour essayer de continuer d'évoluer, on est vraiment là-dedans. Il y a beaucoup de questions sur pourquoi Course Épique. Tes auditeurs ont envie de savoir qu'est-ce qui t'a motivé. Il y a notamment Caro et Malou qui te demandent comment l'aventure Course Épique est née, comment t'es venue l'idée même de faire un podcast. C'est presque deux choses qui sont différentes. On commence avec l'idée de faire un podcast, et puis comment Course Épique, donc ce podcast, est né. Les toutes premières idées, en fait, elles étaient... la course à pied a pris de la place à mon retour du Québec, qui est devenue ma deuxième passion, qui aujourd'hui est équivalente à mon intérêt pour la musique, mais quand j'avais un peu plus de 30 ans, et je cherchais à faire quelque chose autour de la musique. Effectivement, tu l'as dit, moi j'ai besoin d'idées, j'ai besoin d'être nourri, j'ai besoin de curiosité, il faut que je sois challengé un peu tout le temps. J'ai besoin de ça pour me nourrir, pour me mettre à l'épreuve. Et j'ai besoin de faire aussi, j'ai besoin d'avoir des idées, mais j'ai besoin de les exécuter. Voilà. Et je voulais faire quelque chose autour de la course à pied. Et je cherchais plein de choses, des jeux de société, un livre dont vous êtes le héros, parce que j'adorais ça quand j'étais gamin, donc je réfléchissais à ce genre de choses. Il y avait un truc qui gravitait autour de ça, et j'avais fait un petit one-pager, une petite feuille sur lequel j'avais aussi écrit un projet de podcast qu'on avait discuté avec un copain, et sur lequel il y avait ce côté déjà très humain, émotionnel, histoire. Donc tout ça, c'était embryonnaire, ça existait quelque part autour de moi. Et puis est arrivé le premier confinement, où là, j'ai vu la lumière et je me suis dit que sur le podcast, il y avait une barrière technique à l'entrée relativement faible. Donc, ça ne veut pas dire que derrière, tu vas être écouté ou autre, mais en tout cas, de faire le saut était envisageable. Et je me suis dit, c'est peut-être ça la solution. Il faut que je concilie le podcast et puis cet intérêt pour la course à pied. Et puis surtout, je voyais qu'il y avait un espace qui n'était pas pris, qui était vraiment cette idée d'aller chercher de l'émotion des histoires. Moi, je suis hyper ému par des lignes d'arrivée, de premier, de dernier. Ça me prend aux tripes depuis toujours, et puis ça me prendra toujours aux tripes. Et c'est un peu ça que j'ai voulu traduire. Et voilà, je voyais que dans l'environnement, il y avait des choses autour de la performance, sur la nutrition, sur plein de choses, enfin une approche un peu plus technique, on va dire. Moi, j'avais envie d'aller prendre l'idée plutôt du récit, puis d'aller chercher de l'intime, et puis aller chercher des histoires de course à pied, exactement, des émotions. Et je trouvais que le podcast était quand même un médium super intéressant pour le faire. C'est le média de l'intime par excellence. Donc tout ça finalement s'imbriquait relativement bien. Et puis à partir du moment où ce truc-là est venu, alors le contexte dans lequel c'est arrivé, c'est que c'était le premier confinement. Donc c'était en mai 2020, où moi il y avait un peu moins de boulot. La startup dans laquelle je bossais, il y avait un tout petit peu moins d'activité. Donc la nature a horreur du vide. Guillaume l'a lu aussi, je pense. Et donc j'en ai profité pour aller aux grandes dames de ma compagne, aller occuper mes soirées week-end avec ce projet-là de course épique. Et entre le moment où je me suis dit que le podcast était le truc qu'il fallait et la naissance de Course Épique et le logo, je pense qu'il y a eu véritablement 45 minutes. C'est vraiment, j'ai eu l'idée, le nom, j'ai trouvé un petit jeu de mots. J'aime aussi les courses de chevaux, donc course hippique, épique, tout ça. Tu aimes les courses de chevaux ? Ouais. Ah, ça, c'est une information intéressante. Ouais, exactement. C'est un héritage de mes années d'enfance, mes étés où on était en Anjou, où il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas la mer, il n'y a pas la montagne. Voilà. Donc le rituel, c'était d'aller voir les courses avec les cousins et puis de dépenser l'argent des parents en faisant croire qu'on avait misé sur leurs chevaux alors qu'on jouait pour nous. Et voilà, et donc c'est venu de là, et donc le logo et le nom, enfin tout ça, ça a été fait en vraiment moins d'une heure. Et ensuite, j'ai eu assez vite l'idée du premier invité aussi, qui était quelqu'un de mon entourage. Ouais. Je t'arrête parce que l'idée, tu l'as eu rapidement sur le nom. Est-ce que finalement, c'est le concept initial de ton podcast qui a donné lieu au nom en 45 minutes, ou est-ce que c'est le nom qui a finalement teinté le concept de type d'interview de ton émission ? Je pense que le concept est arrivé avant et que le nom est venu. Voilà. Et le nom, moi, je l'ai tout de suite pensé comme une marque aussi. C'est aussi mon réflexe, je pense, de marketing et de com, de penser comme aujourd'hui, ça va prendre la forme d'un podcast. Demain, après-demain, ça sera d'autres choses, et je veux l'étendre, et je veux avoir un nom qui soit très lisible, qui ait une promesse qui soit hyper claire et qui soit au service du concept que j'avais en tête à ce moment-là. Et je trouve qu'en ça, Course Épique est très droit et lisible en fait. Absolument. Ouais. Et j'ai cette chance-là que d'être finalement assez bien tombé avec ce nom-là. Tu parlais il y a quelques instants de ton premier invité. Quand on est
pas dans le métier, quand on n'est pas journaliste et qu'on crée un podcast, effectivement, vient le moment de l'inviter. Tu as donc opté pour un ami, c'était comme une espèce de, entre guillemets, facilité, quelque chose d'un peu rassurant. C'est exactement ça, c'était très... Alors, il y avait l'histoire qui était quand même le prérequis. Oui, il n'est pas venu pour qui a vraiment juste une histoire parler. Hyper forte et il a quand même failli rester sur le carreau. Il a passé 2 mois dans le coma après une course qui s'est pas bien passée. Tout se remet bien à l'endroit, etc. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, il est très imparfait. Moi, il se trouve que je l'ai réécouté hier. Enfin, je ne l'ai pas réécouté intégralement, mais je voulais me... J'ai pas osé faire une ça tête encore. Je pense que c'est quand même très compliqué toujours de se réécouter et je pense que j'aurais du mal à remettre les oreilles dedans. Je verrais que des défauts, mais il y a la pureté de cet échange avec Guy que je remercierai jamais assez de m'avoir fait confiance ce jour-là. Et il y avait l'histoire, il y avait effectivement ce côté rassurant de se dire que je le faisais avec quelqu'un que je connaissais, que j'appréciais et que il n'y avait pas d'ambition derrière ça, si ce n'est se dire qu'il y a peut-être quelques personnes qui l'écouteraient. Enfin, c'était juste l'idée de donner vie à cette histoire et puis de dire que si 2-3 personnes ou quelques dizaines se l'appropriaient, ce serait déjà super. Et puis voilà, il n'y a pas d'autre ambition que ça. Mais j'ai compris à la seconde où j'ai fini cette interview avec Guy, j'avais qu'une envie, c'était de monter l'épisode et puis de penser au prochain. Donc ça, en fait, dès que tu as mis le doigt dedans, c'était fini, quoi. Ouais, tu t'es tout de suite dit c'est bon, c'est ça. Parce que j'avais en plus bien en tête que c'est un effort au long cours. Enfin, tu le sais aussi bien que moi. Voilà, c'est quelque chose il faut garder de la fraîcheur, du souffle de façon constante. Et puis il faut animer. Enfin, ça prend du temps, quoi. Et puis il y a l'épisode et puis il y a tout ce qu'il y a autour. Et puis tu prends du temps. J'en suis le témoin là. Et ton premier épisode, il faut que tu le réécoutes. Réécoutez-le d'ailleurs tous les auditeurs. Ton premier épisode, ça s'entend parce que aujourd'hui, si je peux me permettre, tout ce que tu dis, pas ce qu'on dit là, mais est écrit. Il y a du travail derrière. Aujourd'hui, je trouve que ça s'entend pas forcément. Le premier épisode, on sent que tu as cette espèce de... on t'entend lire d'une certaine manière. Je me réfugie derrière mes écrits. Ouais. Mais c'est normal, c'est complètement normal. Mais c'est ce travail-là, tout le monde ne le fait pas. Donc c'est une rigueur finalement que tu t'es imposée dès le départ. C'est à la fois un garde-fou, mais c'est aussi beaucoup de rigueur dans la construction. Tes émissions sont toutes structurées, je pense pas dire de bêtises en disant ça, y compris ton amour des jeux, visiblement. Il y a toujours tout de suite eu des petits jeux. D'ailleurs, dans ce premier épisode, la basket chinoise arrive très vite. Ok, je me souviens. Je pense que c'est le premier chose. Je me souviens de la question qui pique, elle est arrivée plus ou moins par hasard avec Sissi sur l'épisode 2. Ouais, effectivement. Non, mais ça me rassure de structurer mon travail. Je trouve que c'est le minimum à faire pour mon invité et pour les gens qui vont écouter, c'est de bosser et puis essayer de faire en sorte de pas être dans mes chaussons, quoi. Et c'est la complexité quand on a un format avec une structure qui doit être lisible, c'est-à-dire que les gens doivent savoir ce qu'ils viennent trouver d'un épisode sur l'autre parce que c'est ça qu'ils cherchent finalement, c'est une constance. Mais en même temps, trouver la fine ligne pour les divertir, les surprendre mon invité. C'est des petites choses, des petits gimmicks, des petits pas de côté. Et ça, je me challenge à fond parce que je me mets à la place de mon invité. Et ce que je me suis toujours dit, c'est si nous deux, on passe un bon moment, les autres passeront un bon moment. Et donc, la base de tout, c'est passer un bon moment ensemble. Et pour ça, mon invité doit comprendre que je m'intéresse fondamentalement à ce qu'il est et ce qu'il a à dire. Et donc ça, il faut bosser. Voilà. Et puis, l'une des particularités, je retourne aux questions après, mais une des particularités de Course Épique, c'est que tu as fait aussi encore quelque chose de journalistique. Tu as anglais en allant chercher une course, pas 50, même si j'imagine qu'il y a eu des exceptions, mais on ne retrouve pas une interview en long, en large et en travers. On a un focus sur une histoire, et donc on est plus facilement captif aussi. Et tes invités, je trouve qu'il y a quelque chose d'agréable à aller revisiter ou re-raconter une histoire et pas 50. Et à travers ça, à travers ta présentation et tout ce que tu fais à l'écrit, par exemple, la présentation, tu l'as fait aussi. Donc c'est une autre façon d'inviter des coureurs, là pour la plupart, des athlètes, qui ont par ailleurs déjà répondu des dizaines de fois, peut-être pour les plus connus, à des interviews un peu typiques. Avant de revenir sur la question des invités, Laurence se demande si derrière Course Épique, il y a toute une équipe. Combien vous êtes à bosser dans Course Épique? Qui écrit ton texte? Course Épique, ça a été moi tout seul pendant un petit moment, jusqu'en janvier dernier. Donc pendant 1 an et demi, ça a été moi tout seul, du sol au plafond.
Et j'ai commencé à travailler avec quelqu'un. En fait, ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'il y a des besoins multiples. Et on cherche un mouton à beaucoup plus que 4 ou 5 pattes, avec tout ce qu'il y a à faire en fait, sur la chaîne de valeur de toute la création. Il y a beaucoup de choses. Il faut de l'éditorial, il faut des capacités en community management, il faut du montage audio. Voilà, c'est infini. C'est infini. On fait pas juste enregistrer. C'est ça c'est fou. Et en fait, ça pose la question de où est-ce que mon besoin est le plus prégnant et où est-ce que j'ai besoin où est-ce que je sais moins bien faire. Et puis, où est-ce que quelqu'un peut me faire gagner du temps. Donc, c'était d'abord sur le montage audio. Donc, j'ai eu quelqu'un avec moi en stage, Hugo, qui a été très chouette. Et voilà. Et ensuite, là, j'ai compris depuis cet automne que pour parler en bon jargon de start-upper, ma propre limite à scaler aujourd'hui ce qui est course épique, donc à faire monter à l'échelle, à faire grandir, à se développer maintenant qu'il y a un socle et puis des perspectives. Le chemin est très court et puis il reste beaucoup à faire. C'est ma propre limite aujourd'hui. C'est mon temps que je peux assigner à course épique et qu'il faut que j'arrive à déléguer des choses. Donc ça, c'est un chemin aussi. C'est compliqué quand c'est son propre bébé et qu'on a sa propre patte. Mais il faut apprendre à le faire. Voilà. Et puis parce qu'il y a d'autres personnes qui feront aussi mieux ou qui apporteront un autre regard qui va apporter encore plus de valeur aux auditeurs, aux gens sur les réseaux sociaux ou autres. Donc moi, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'accompagne, c'est Pauline qui m'accompagne sur la partie montage audio. Donc les épisodes sont montés je lui confie le montage des épisodes. Je garde l'essentiel de nos conversations, mais il y a quand même pas mal de boulot, de cleaning, etc. Moi, j'ai la partie, le montage éditorial, on va dire, mais derrière, la partie technique, c'est Pauline qui m'accompagne systématiquement. Et j'ai Morgane qui m'accompagne sur les réseaux sociaux, sur la création des contenus. Je veux absolument et à tout prix garder la connexion avec les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, enfin qui suivent le podcast en l'occurrence. Donc ce sera toujours moi qui répondrai. C'est quelque chose que je peux pas déléguer et que j'ai pas envie de déléguer. C'est mon point de contact, ce que je disais tout à l'heure, c'est mon seul point de contact avec les auditeurs. Donc je veux pas me délester de ça. Donc j'ai ces deux personnes-là aujourd'hui qui m'accompagnent. Je vais avoir besoin de gens sur l'éditorial aussi parce que ça prend un temps infini. Donc pour pareil, pas m'en détacher, mais en tout cas être accompagné sur ça. Et l'autre vertu de ça, c'est que ça fait Course épique est un projet collectif et qu'il y a plein de moments où ça m'aide, enfin être tout seul devant sa glace, par moments on se pose quand même beaucoup de questions sur ce qu'on fait, est-ce qu'on est dans la bonne direction, est-ce qu'on a fait le bon choix, qu'est-ce qu'on voit pas qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on voit pas qu'il faut plus faire, et c'est très compliqué. Donc voilà, quand on a fait, là c'est le 100e, on en parle, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire le 101e, le 102e, pourquoi, donc les réponses viennent très vite dès lors qu'on pose la question aux auditeurs notamment, qui donnent un souffle incroyable pour avoir envie de continuer. Mais c'est chouette de pouvoir le partager quand même au quotidien, de vivre une aventure collective. Et donc moi, je rêve de pouvoir développer et qu'on soit très nombreux en préservant l'esprit de ce qui est course épique et moi en étant le garant. Mais j'ai envie de développer, et puis parce qu'il y a course épique, mais il y a aussi des projets de podcast sur lesquels je travaille par ailleurs, où là, on monte des équipes plus en mode projet. Donc les podcasts que je fais pour Baou, je travaille avec une très chouette personne qui fait les enregistrements, qui fait le mixage, etc. Ça s'appelle Hors Sentier. Ouais, exactement, Hors Sentier. Il y a le podcast avec Mathieu Blanchard, Dans Mon Bain, sur lequel il y a aussi une équipe qui gère toute la partie montage, gros carton de 2022, ouais, Dans Mon Bain. Très chouette réussite et beaucoup de plaisir aussi avec Mathieu à travailler sur ce projet-là. Plusieurs de tes auditeurs se questionnent sur comment tu choisis tes invités. Cette question-là est revenue à plusieurs reprises. Baptiste, Caro, Émilou et Marion qui te demandent comment tu les choisis. C'est quoi ta démarche ? Le maître mot, c'est la diversité. C'est ça que je m'attache à faire systématiquement, donc être sûr d'aller chercher des profils qui soient complémentaires. Donc je vais essayer de prendre soin, alterner du trail, de la course sur route, parfois des petits pas de côté sur du cani-trail, sur des formats plus d'aventure, d'essayer d'équilibrer autant que possible hommes et femmes, enfin voilà, d'aller chercher des athlètes élites, des anonymes, enfin de faire un savant mélange de tout ça. Donc ça, c'est ce que je m'attache à faire pour moi aussi, garder de la fraîcheur sur ce que je raconte et ce que je partage. Et ensuite, mes canaux d'identification, c'est beaucoup les réseaux sociaux sur lesquels je vois passer pas mal de choses. Je suis dans tous les groupes, donc des belles histoires de course à pied, on le sait, il y en a plein, il s'en passe tous les jours des nouvelles, donc la matière est là et elle existe, et c'est pour ça qu'on est encore là plus de 100 épisodes plus tard. Et j'ai pas mal de suggestions aussi de gens qui m'écrivent pour me suggérer des profils, donc ça c'est super intéressant aussi parce que évidemment il y en a plein que je ne vois pas, il y a plein de belles histoires, voilà. Et après il y a parfois aussi des castings que je peux plus ponctuellement mettre en place sur des courses ou autres. Donc voilà, il y a tout ce truc où moi j'ai toujours les yeux et les oreilles ouvertes, on me suggère des choses et le point pour moi c'est j'ai une liste d'invités potentiels qui est assez longue, mais que je peux bousculer du jour au lendemain parce que d'un seul coup, je suis assez impulsif en fait. Donc si je peux avoir une rencontre ou quelqu'un qui me parle de quelqu'un où je me dis ok, ça c'est
je fais tout glisser d'une semaine, ça c'est mon prochain épisode, il faut que je le fasse là, c'est le bon moment et j'ai envie. Donc il y a à la fois ce côté très anticipé, mais au final, moi je fais un peu mes épisodes, je m'interdis rien, en fait c'est vraiment au détour d'une rencontre ou de mots, je vais me dire ok, bah en fait tu m'as parlé de Marianne Hogan, je pense que quand tu m'en as parlé, je me suis dit ok, c'est chouette, il faut que je lui parle vite, c'est le moment, avant qu'il finisse deuxième de l'UTMB. Tu vois quand même, c'était pas un mauvais conseil à l'époque. Bon bookmaker, Nicolas Perret. Et comment tu les prépares? On a dit tout à l'heure que tu étais plutôt du genre rigoureux. Tu écris une partie de tes textes. C'est Caro qui te demande comment est-ce que tu prépares tes entrevues, tes interviews. Le moment indispensable pour moi, je m'entretiens avec chacun de mes invités en amont. Donc je vais passer entre une demi-heure et 45 minutes pour deux choses. Créer un lien de confiance. Donc moi, mettre tout ce qu'il faut comme environnement et comme condition pour que la personne, au moment où on enregistre 2 jours plus tard, une semaine plus tard, se sente confortable, à l'aise et ait envie d'avoir une parole libérée sans peur de quoi que ce soit. Donc ça, c'est fondamental. Et ensuite, j'ai besoin de comprendre sa course parce que 90% des courses que je raconte, j'y ai pas mis un pied, je ne connais pas les parcours, donc j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir ce qui mérite d'être appuyé ou pas. Donc en fait, je leur fais déjà raconter une première fois la course épique avec moins de détails que ce qu'on raconte dans l'épisode. Mais j'ai déjà ce fil conducteur qui me permet de moi d'avoir de la documentation et de quoi en fait créer une discussion qui a du sens, relancer quand il faut et que ce soit audible et digeste pour les auditeurs et puis pour l'invité, il ne puisse pas raconter aussi en monologue une course de A à Z en une fois. Donc voilà, il y a systématiquement ça. Et puis ensuite, il y a, on va dire, une grosse demi-journée de boulot pour aller creuser tout ce que je peux trouver comme information. Donc quand c'est des athlètes de haut niveau, c'est assez facile de trouver de la matière. C'est un peu plus difficile quand c'est des athlètes moins connus, des anonymes ou des courses qui sont pas forcément qui ont pas pignon sur rue. Donc ça demande un peu plus de boulot. Et puis l'air de rien, toutes mes rubriques, la question qui pique, la basket chinoise, c'est aussi finalement tous ces petits détails. C'est finalement pas mal de boulot aussi. Oui. D'aller chercher ça. Oui, c'est des petites rubriques qui paraissent rien comme ça, mais c'est du temps. Alors après, ça te permet quand même de mettre aussi en relief tes invités. C'est des petites règles de portrait qui fonctionnent bien et en plus, ça crée un dynamisme dans l'émission. Oui, c'est ça, ça fait une rupture un peu dans la narration, c'est l'idée aussi. Est-ce que tu as eu parce que tu disais que tu fais ce que j'appelle moi une pré-entrevue, qui est encore une fois une règle pas éthique, mais de rigueur en journalisme, de faire une pré-entrevue. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que finalement ça allait pas le faire? Parce que en faisant la pré-entrevue, soit on se rendait compte que l'histoire n'était pas si épique que ça, ou à l'inverse que la personne est pas très à l'aise pour parler et on est quand même en train de faire du podcast, un équivalent de radio, il faut que la personne soit audible. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est arrivé, je pense, pas beaucoup, peut-être une fois ou deux où je me suis dit ah là c'est peut-être un peu moins bien. Mais j'ai pas pris la décision de ne pas le faire pour autant. Et je pense qu'aujourd'hui, je le ferais plus facilement. Mais je n'ai pas osé, je pense. Alors, si ça avait été complètement cata, mais j'ai pris du temps à cette personne-là, on a échangé, etc. Donc, c'était compliqué. Voilà. Donc, c'est arrivé de façon très, très exceptionnelle. Ou peut-être que je me suis emballé, j'étais impulsif et que ça s'est un peu retourné contre moi. Parce que voilà, les conditions qui doivent être réunies, c'est la bonne histoire, la bonne personne pour la porter, et puis que moi, je sois à la hauteur aussi de l'échange. Donc ça, c'est toujours très compliqué. Parfois, on a la bonne histoire, et puis la personne qui va un peu moins bien la porter. Parfois, on a une personne qui a pas une course épique, mais qui pourrait lire l'annuaire, ce serait passionnant. Donc ça vaut le coup de le faire aussi. Donc c'est une alchimie quand même. C'est un pari toujours un peu. Donc tu peux mettre tous les garde-fous qu'il faut. C'est un peu une découverte. Donc ça m'est... voilà, j'ai des épisodes dans lesquels je suis moins content. Je suis plein d'épisodes où je suis pas content de moi, où je trouve que j'ai pas été au niveau, où j'aurais pu faire mieux. Mais globalement, j'ai que des bonnes surprises. Ce sera compliqué, j'imagine, à répondre, mais Caro te demande quels sont les invités qui t'ont le plus touché, qui t'ont le plus marqué. Difficile. Voilà, je vais essayer de pas faire une réponse politique, mais en tout cas de Normand, mais en vrai, toutes ces histoires, globalement, elles m'ont beaucoup touché. Donc, des histoires d'anonymes. J'ai beaucoup de tendresse pour Abdenour, qui a été le dernier finisher de l'UTMB. À chaque fois, je le prends comme exemple. Mais c'est vrai que ça a été... ces phrases, j'ai des phrases clés qui me reviennent où il est sur la ligne de départ et dit je me demande ce que je fous là, je regarde tout le monde autour de moi, je me dis que je suis pas un ultra-trailer, je pense même pas que je sois un coureur, dit-il, alors qu'il a couru des 100 km, etc. avant. C'est un slam, tu viens de faire un départ de slam parfait. Mais c'est réellement l'état d'esprit dans lequel il est. Voilà,
j'ai été touché par des gens, par l'humilité de beaucoup d'athlètes de haut niveau. Je trouve que ça, c'est poignant. Des moments, Xavier Thévenard, qui vit une période pas très simple, m'a beaucoup touché, au-delà de sa personnalité. Le contexte fait que ça m'a beaucoup touché. Et puis voilà, il y a des athlètes avec qui ça fit particulièrement bien. J'ai eu de bons échanges avec tout le monde, mais globalement, il y a des affinités, où il y a des profils qui touchent. Alexandre Alain, qui est double greffé des poumons, qui fait le marathon de Paris. C'est des histoires, ça prend en trip, on sort du cadre purement sportif, et c'est aussi ce que j'aime chercher, c'est forcément cette touche. J'ai eu Jean-Yves Baron qui a fini dernier de la Diagonale des Fous. C'est une histoire épiquissime, où il lui arrive que des histoires de dingue, et qui est pour le coup très positive, et finalement drôle et étonnante. Donc ça, c'est aussi des histoires qui m'ont beaucoup marqué. Et puis il y a des rencontres fondatrices. J'étais très content d'avoir Jean-Michel Vincent assez tôt dans le podcast. Pour moi, c'était aussi sacrée entrevue à réécouter aussi. Je pense, même s'il s'est passé du temps, c'est encore une entrevue très très intéressante. Ouais, c'est gentil. Ça a été un marqueur, en tout cas. De la même façon, Philippe Propage, avec qui j'ai passé du temps, qui venait d'avoir un accident cardiaque ancien sélectionneur de l'équipe de France. Exactement. De trail. Donc voilà, mais globalement plein de belles rencontres. À palmarès égal, nous demande Jean-Yves, quel est le coureur ou la coureuse la plus modeste? Alors tu nous as parlé d'humilité comme un point commun de tous tes invités. Est-ce qu'il y en a un ou une qui t'a particulièrement frappé par sa modestie? Alors, c'est étonnant, parce que je trouve que parfois plus le palmarès est long, plus la modestie est proportionnelle à la longueur du palmarès. Pour moi, le critère d'appréciation, c'est la personne qui ne va pas te dire quel est le résultat qu'il a fait sur la course, qui va t'en parler, qui va juste oublier de te dire qu'il a gagné avec 45 minutes d'avance sur le deuxième. Et ça, dans ce registre-là, Xavier Thévenard, je reprends son nom, Benoît Girondel aussi, avec qui j'ai passé un très bon moment, qui oublie d'expliquer qu'il a un palmarès fabuleux. C'est des super rencontres, mais voilà, il y a Maud Matisse, Camille Brouillard, plein d'athlètes de très haut niveau qui ont des palmarès géniaux. Anne-Lise Rousset-Séguret, qui est aussi exceptionnelle de modestie, mais je pourrais en sortir beaucoup du lot, parce que c'est vrai que, constante. Mine de rien, on est dans notre sport, on parle de trail. Globalement, les gens ont une humilité. Il y a des exceptions, mais c'est ça. C'est plutôt la norme. C'est plutôt des exceptions, et la norme est plutôt dans l'humilité et la modestie, assurément. Est-ce que tu as déjà essuyé des refus, des gens qui n'ont pas voulu venir à ton micro pour répondre et raconter leur course épique? C'est Caro, de nouveau, qui est très très active. Elle a envie d'en savoir beaucoup sur toi. Merci Caro. Oui, ça m'est arrivé. Alors, c'est pas des refus, c'est des non-réponses, c'est plutôt ça. Donc ça m'est arrivé de je sais pas, peut-être 3-4 fois globalement, donc où on relance, etc. Et puis on voit que ça marche pas. Donc c'était beaucoup au début. Je pense que maintenant c'est un peu plus simple, et je pense que les gens, le bouche à oreille sert un petit peu, et puis le track record pour langage startup, mais l'historique en tout cas des invités contribue à aider. Donc globalement ça se passe bien, mais il y a des athlètes que j'ai pas encore eu. Parfois il y a des athlètes que j'ai dû aller chercher beaucoup de fois, et puis finalement ça m'est arrivé une fois, et je me retrouve en face de quelqu'un qui a plus ou moins envie d'être là. Donc ça fait pas la meilleure interview, parce que cette personne-là fait ça un peu parce qu'on lui tord à moitié le bras, et ça, je me suis dit que voilà, c'était plus à faire. C'était au final intéressant, et c'était chouette, mais il y avait moins de feeling que d'habitude, parce que cette personne-là aurait préféré faire autre chose à ce moment-là, probablement. Et ce que je peux tout à fait entendre. Sachant qu'on a le luxe de pouvoir choisir, effectivement, autant passer du temps avec des gens qui sont contents d'être là, c'est certain. Et je comprends que des athlètes, c'est pas leur métier d'aller faire des interviews, et puis moi, ma sollicitation, je suis une parmi 12 qu'ils ont cette semaine-là, pour pas dire 50 quand c'est sur des gros pics d'actualité, donc ça fait partie du jeu, et il n'y a rien de personnel dans tout ça. En tout cas, je ne prends pas personnellement. On imagine que c'est un gros joueur. Alors, je me lancerai pas dans une interprétation du prénom Schönebax, c'est un pseudo. Je ne sais pas non plus, j'ai regardé, mais je sais. Qui se demande qui recevrais-tu sur Course Épique qui n'est jamais venu? Eh bien, je vais commencer par une femme, Courtenay.
J'ai fait ma première interview en anglais avec Jim Wemsley. Alors, il y a plus aucune barrière. Je pourrais pas aller bien loin en espagnol, par contre. Heureusement que Kylian parle français, parce que ce serait aussi évidemment un des choix possibles. Mais Courtney, je pense qu'on passerait un très bon moment et je serais très curieux de la faire parler. Ce serait une chance inouïe. Kylian, évidemment, mais Kylian, je retarde ce moment en admettant qu'il soit possible parce que j'aurais l'impression d'être allé assez haut quand même dans l'histoire et que finalement se poser la question de quoi faire après lui. Donc je serais très heureux, mais voilà, on verra si ça se quoi passe. Faire après lui, il y a encore plein d'histoires. Pourquoi pas, mais c'est surtout quoi faire avec lui. C'est vrai. Qui n'a pas été fait et qui est différent. Et comme tu cherches à te différencier, c'est ça la difficulté finalement. Je trouverais, je m'arrangerais. et Lazarus Lake, ça me fait beaucoup marrer. Il va falloir que tu te déplaces par exemple. Ouais, il vient parfois, je crois qu'il est en Chartreuse chez Benoît Laval. C'est vrai qu'il est venu pour... alors c'était l'inauguration du Terminorum, c'est ça? Ouais, probablement. Et je pense ou la deuxième édition. Ouais. Donc ça serait intéressant aussi, évidemment. Mais donc plutôt anglophone là, ce que je cite. Une immersion sur la Barclay. J'y pensais ce matin en venant en scooter. Je pense qu'il va falloir y songer sérieusement. J'étais précisément en train de penser à ça. Et je ne sais pas d'ailleurs si la liste est sortie des coureurs français qui y sont. Je pense que oui, mais je veux pas dire de bêtises. Il me semble l'avoir vu il y a une semaine ou deux. Ça a bougé un petit peu de ce côté-là, donc il est fort possible que oui. J'ai une petite idée en tête. Bon, et ben voilà une idée à suivre dans Course Épique. Donc je pense qu'on est passé sur. Il y a eu plusieurs questions. Également Scott qui te demandait qui rêves-tu d'interviewer. Je pense que tu as répondu à ça. Est-ce que je suis... Alors c'est Séverine, voilà, c'est Séverine qui aime la diversité dont tu parlais des invités tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des nouvelles découvertes à venir? Est-ce qu'il y a des profils atypiques qu'il faut s'attendre à avoir sur le podcast? Ça va rejoindre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Il y aura de la diversité toujours parce que c'est important pour moi, ne serait-ce que pour garder l'enthousiasme. Le planning n'est pas tout à fait calé là pour 2023, mais je vais m'y attacher en tout cas, c'est sûr. Tu travailles avec quelle longueur de vue? Là, par exemple, ton course épique, en gros, tu es calé jusqu'à quand? Jusqu'à très peu de temps en avance. Tu vois, là, on enregistre aujourd'hui, l'épisode sort demain. Là, j'enregistre lundi mon épisode de début janvier et j'ai pas de choses prévues encore après. J'ai du mal à prendre de l'avance sur les épisodes et ça me fout une grosse... en charge mentale, c'est ce qui m'angoisse le plus, c'est ça. Mais en même temps, tu es quelqu'un qui fonctionne comme ça. T'aimes bien être dans le rush, dans l'urgence, et tu travailles efficacement dans cette situation-là. Je peux raconter une anecdote, puisque je disais tout à l'heure que tu es venu à l'UTHC. Tu as eu, j'imagine que tu as eu l'occasion de le raconter, quelques difficultés à rentrer sur le territoire québécois, et tu es arrivé, c'est peu dire de dire que tu es arrivé à la dernière minute. On peut dire ça. Mais tu es arrivé minute, je crois. à la dernière minute. Et après, tu as atterri à Montréal, tu as fait 5 heures de route et tu es tout de suite rentré dans le bain de ton immersion dans la forêt boréale. Et la fatigue, et j'ai pu te voir, tu étais vraiment fatigué, passait après. C'est-à-dire que c'est vraiment... Le but premier, c'était d'être là en immersion et travailler. Et c'était vraiment ta priorité absolue, dormir dans la voiture 5 minutes s'il fallait, etc. Donc là, je peux attester que, que l'urgence te va bien. J'avais pas le droit d'être fatigué. Il y avait tellement les conditions étaient tellement chouettes que voilà, je crois que ça vaut le coup de serrer les dents un peu 48 heures parce qu'il y a tellement à prendre et à recevoir. Les immersions, je sais qu'on en parle à un moment donné, mais puisqu'on en parle là, c'est quelque chose qui est arrivé au cours des derniers mois. C'est quelque chose qui te plaît beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire de l'immersion? Et là, on n'est pas si loin de la façon dont tu gères ton podcast, l'intimité. On a une grande proximité quand on écoute Course Épique, et en immersion, cette force-là que tu as de l'humain, en fait, on le retrouve. Qu'est-ce que tu vas chercher dans l'immersion? Alors effectivement, ça a trouvé sa place parce que je ne travestis pas l'esprit de Course Épique avec ces immersions. C'était pour moi finalement très complémentaire. C'est arrivé aussi un peu par hasard au moment du Marathon des Sables, il y a un peu plus de 8 mois, où je cherchais ce que je disais. J'avais déjà peut-être 70 épisodes à ce moment-là, ou 80, donc je cherchais aussi d'autres choses à proposer, à me challenger, puis voilà, apporter d'autres choses
aux auditeurs. Le gros intérêt, c'est de passer du temps avec les invités, les gens, et les voir dans plein de facettes avec encore moins de filtres que ce qu'on peut avoir dans un entretien voire pas un du peu tout posé, voire zéro filtre. Et ça, c'est hyper chouette. Et puis de voir de la vulnérabilité, de voir plein de choses en fait dans l'effort, ça libère plein de choses très précieuses et puis et très justes et vraies. Et moi, créativement, ça m'amuse beaucoup à faire. C'est un autre exercice, c'est un puzzle. C'est très intimidant parce qu'on arrive, en fait, la page, elle est super blanche. Là, pour le coup, on n'a pas des questions qui sont rigoureusement écrites. Il y a un cadre, une structure de ce qu'on a envie d'aller chercher, mais c'est quand même beaucoup de l'à-propos, de rebondir sur une situation, réussir à la remettre en contexte pour que les gens qui ne sont pas là, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les gens qui ne vivent pas, comment est-ce qu'ils s'approprient ce moment-là, quelles clés on leur donne. Donc, avoir ces réflexes-là, mais voilà, créativement, de se dire que d'un seul coup, en rajoutant une musique ou un bribe d'interview qui date de la veille, là, ça peut venir enrichir ce propos-là. On avait eu cette discussion autour du THC, il y a une trame, quels personnages secondaires ont un rôle à jouer, comment est-ce qu'on fait pour développer de l'attachement à ces gens-là, comment est-ce qu'ils existent dans le propos sans cannibaliser la ligne directrice qu'on a. Donc tout ça, c'est des challenges hyper intéressants intellectuellement et qui, moi, me stimulent aussi beaucoup. Là, on est vraiment dans quelque chose que j'aime particulièrement dans la réalisation. On n'est pas dans la linéarité d'une interview, d'un podcast comme tu peux avoir sur ta version originelle de Course Épique, ou même comme je peux avoir dans la bande AD+, avec l'ensemble des membres de ma bande, où on est sur une discussion, puis on développe la discussion. Là, c'est vraiment, tu te plantes quelque part, et puis tu vas raconter, tu vas parler aux gens, et tu vas être finalement un acteur de ce moment-là, et c'est ce moment-là que tu vas partager. Moi, j'avais eu un vrai coup de cœur. Je pense qu'on peut inciter les auditeurs à retourner, réécouter. Donc, c'était tes premières immersions sur le Marathon des Sables ? Oui. Tu n'en avais pas fait avant ? Première. Moi, j'avais vraiment eu un coup de cœur là-dessus. D'abord, tu avais fait un très très bon choix de prendre plusieurs personnalités, puis de les suivre pendant même plus d'une semaine. Tu avais commencé avant. Je trouve que pour découvrir le Marathon des Sables, il y a pas mieux. J'ai vraiment tout. Je m'étais gardé les épisodes à écouter quasiment en binger, l'expression anglaise. Et j'avais trouvé ça vraiment... C'est un petit feuilleton. Ouais, vraiment intéressant, oui, en feuilleton, avec des voix qui s'enchaînent, et puis d'apporter aussi tout ce qui gravite autour du Marathon des Sables, qui vient se greffer à, entre guillemets, la logique de base. C'est chouette. Et j'avais été assez stupéfait de voir que, pour moi, le Marathon des Sables est une course extrêmement visuelle, et de se dire que j'avais une interrogation sur est-ce que l'audio peut embarquer les gens dans cette histoire-là. Donc il y avait plein de points d'interrogation, particulièrement sur ce format, c'était ma première immersion, mais de voir que les gens suivent en fait et sont dans le désert avec nous, c'était très étonnant que ça fonctionne à ce point-là, en tout cas dans l'imaginaire, et que voilà, ça nourrisse plein de choses, et quand bien même il n'y a pas l'image en support, alors que c'est une course extrêmement visuelle. Mais ça, c'est la magie de la magie de la radio, c'est-à-dire que quand un bon reporter est en capacité de bien décrire une situation, de bien donner à voir à ses auditeurs, et c'est ce que tu as très bien fait sur ce Marathon des Sables. Et la prochaine édition, si je ne m'abuse, tu seras en avec course. Un dossard et un micro, les deux. Ouais. Tu vas quand même prendre un micro, donc il y aura une nouvelle immersion, mais absolument. Avec ta fatigue à toi en plus. Parce que sur la dernière édition, tu as fait une ou deux courses, mais tu avais une certaine fraîcheur. Exactement, j'étais très pour accueillir des invités. On a plusieurs questions également qui s'intéressent à ton quotidien, à comment tu vis. Steph et Caro demandent si tu as un travail à côté de Course Épique, et comment es-tu rémunéré ? Comment tu gagnes ta vie ? Guillaume Lalu, dis-nous tout. Alors, je n'ai pas d'autre travail que Course Épique depuis 1 an. Enfin, que Course Épique, en tout cas, que mon activité de podcast depuis novembre l'année dernière. C'est un choix que j'ai fait. En fait, je faisais des missions de conseil en marketing et communication à côté. Et puis, en fait, c'était assez schizophrène pour moi. J'avais du mal à mener les deux de front. J'avais surtout très envie de donner toute sa chance à Course Épique. Et pour ça, j'ai considéré qu'il fallait que je sois à 100% sur le sujet. Donc, il y a Course Épique et il y a les podcasts que je fais à côté. Donc, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Il y a Dans mon bain, qu'on fait avec Alliance, et puis il y a Baou, le Ressenti, le podcast qui va dans l'intimité des coureurs, et puis qui propose aussi des chroniques nutrition. Donc toute cette activité-là
audio au global est aujourd'hui mon travail. Donc Course Épique en occupe une grande partie, mais c'est pas la seule. En tout cas, j'ai développé un studio de création de podcasts pour le sport, thématisé sur le sport. Donc c'est aussi un gros levier de développement et axe de développement pour moi. Et en gros, aujourd'hui, les modèles de financement, il est assez simple. Hein. C'est un format publicitaire, donc ce qu'on appelle un format host-read, donc c'est l'invité, enfin c'est l'hôte du podcast, comme son nom l'indique en anglais, qui porte les valeurs de la marque et qui va donc l'incarner. Donc ce qui a pour l'annonceur une valeur certaine de s'adosser et d'avoir une espèce de caution de la part de l'hôte du podcast. Donc ça, c'est un des premiers formats de monétisation. Et le second, c'est des formats de co-branding, comme j'ai pu le faire avec certaines marques, où l'idée, c'est d'avoir une intégration éditoriale la plus logique possible à l'existant. Donc l'idée, c'est pas de travestir Course Épique et de raconter n'importe quoi ou de prendre les auditeurs pour des idiots en leur passant des messages subliminaux pour une marque, mais de le faire de façon assumée. Mais raisonnablement présente, parce que je considère que si l'annonceur vient chercher Course Épique, c'est pour s'inscrire dans sa ligne éditoriale, sa tonalité, ses petits pas de côté, etc. Et donc c'est pour que ça marche, c'est ce qui marche auprès des auditeurs, donc la marque doit accepter de s'inscrire aussi dans cette logique-là. Donc ça, c'est les deux principaux modes de financement de Course Épique en propre, et ensuite sur le développement de podcasts à côté, c'est des marques qui financent la production, ou en tout cas le temps passé pour réfléchir, produire, post-produire, et puis diffuser et amplifier tous ces projets-là de podcasts pour les marques. Il y a des auditeurs qui... Alors, je passe sur les questions parce que je pense que tu as globalement répondu à ça. Il y en a plusieurs vraiment qui s'intéressaient à comment tu t'organises au quotidien. La vie familiale quand même. Tu l'as dit tout à l'heure, finalement Course Épique et tout ce qui gravite autour de Course Épique prend beaucoup de place. Et puis en plus, tu cours, tu t'entraînes aussi. Comment ça se gère ? Comment tu gères ta vie familiale? C'est Tutut qui nous pose cette question. C'est comme pour plein de monde, je pense, un casse-tête. Enfin voilà, qu'on soit élite ou amateur, c'est vraiment un casse-tête dès lors qu'on est féru de course à pied. Moi, j'essaie de faire rentrer ça avant, en début de journée en fait. Tôt le matin, je préfère courir le matin. Donc là, en ce moment, je me lève plutôt à 6h du matin pour aller courir, pour essayer de pas trop rogner sur la vie de famille, parce que ma compagne a besoin de moi, elle est très compréhensive, elle me laisse partir sur des événements et sur des courses qui peuvent être très longues, comme le marathon des sables, où on a 2 enfants en bas âge, notamment j'ai un ado et 2 enfants en bas âge. C'est compliqué de disparaître 10 jours avec des enfants de cet âge-là. Est-ce que tu as inauguré un peu cette année? Avant, c'était un peu plus paisible. Oui, mais qui se répète par la force des choses. Là, je suis retourné au Templier, là je rentre de la Saint-Élion. Enfin, c'est des événements qui se répètent et sur lesquels moi je prends beaucoup de plaisir. Donc l'histoire voudrait que ça se répète de plus en plus. Donc voilà, ça vient plutôt se glisser le matin, les entraînements. Après, je bosse à mon compte de chez moi la moitié du temps et dans un coworking l'autre moitié. Donc je pourrais tout à fait imaginer prendre mes baskets et puis aller faire des pauses à la pause déj, etc. Donc j'essaie de... Ça vient en plus de mon emploi du temps habituel. Ça vient pas se substituer à autre chose. Je veux pas que ça rogne sur mon boulot ni sur ma vie de famille autant que possible. Ça vient à moi de me débrouiller pour... Voilà. Ce que je me dis là pour le marathon des sables, c'est qu'il faut que je considère que je suis à 90% sur le boulot sur les 6 mois qui arrivent, et que je m'autorise sans culpabilité d'avoir l'équivalent d'une demi-journée par semaine où je rogne sur d'autres choses parce que je dois être opérationnel autant que possible pour le marathon des sables. Tu t'entraînes combien d'heures semaine? Est-ce que c'est quelque chose qui... Est-ce que tout à l'heure, je disais que j'étais nouvellement coaché. Est-ce que toi aussi, tu te fais coacher? Alors, c'est l'idée là sur le marathon des sables. Je vais avoir la chance d'être coaché par Laurence Klein. Donc ça, ça vraiment va. Chouette. Ça va. Et Meryl Robert m'a donné un plan qui était vraiment intéressant. Donc, tu es entre de bonnes mains. Ouais, il n'y a plus qu'à. Je suis un coureur très il n'y a plus qu'à trouver amateur, le désert au cœur de Paris. Il faut quand même dire que je suis un coureur très ordinaire. Je suis plutôt que de peloton qu'autre chose. Donc dans les semaines de prépa comme ça, qu'est-ce que je peux te dire? Je sais pas, je cours 4 fois par semaine, 1h30, un truc comme ça. En moyenne, quoi, si on doit lisser... ça fait 60 bornes, ouais c'est ça, 60 bornes par semaine, 70 peut-être. Sur les pics, sinon... Quand je suis hors prépa, ça va être 2 à 3 fois max. Mais courses essentielles à ton quotidien aussi, comme je trouve pas le mot là, mais... J'ai besoin de structurer, en tout cas ça m'aide à structurer mon quotidien. J'ai besoin d'avoir un plan sur mon frigo où je sais que mardi, je dois pas réfléchir, je dois faire ça, et puis je me pose pas la question, et puis il pleut, il fait froid, il fait je sais pas quoi, faut que j'y aille, ça m'équilibre dans tout le reste en fait. C'est ça, c'est une recherche d'équilibre, et puis c'est aussi ce moment où, même si tu y vas pour décompresser, c'est le moment où il y a des idées qui pop, ou des solutions qui sont trouvées miraculeusement sur un sentier. Ça
faut avouer que c'est magique. C'est magique, c'est clair. C'est quoi ta course épique ? Demande Caro. Alors, c'est peut-être pas la même Caro, il y a beaucoup de Caro, mais c'est pas toujours la même. Ta course épique à toi, brièvement. C'est pas moi qui dis brièvement, c'est Caro. Donc, elle veut savoir, mais elle veut savoir vite. Vite. Elle a peur que je reparte sur un épisode d'1 heure et quart. Oui, c'est ça. En fait, je pense que c'est la première. Parce qu'elle justifie tout ce qui est arrivé depuis, quoi. C'était le Paris-Versailles. Donc, c'est pas une grande course, mais c'était 20 km, je crois. Ouais, un petit peu moins, 16, je crois, avec la Côte des Gardes, par lequel passera d'ailleurs partiellement, je crois, le marathon de Paris, le marathon pour tous en 2024. 2024, ouais. Ça a été une révélation pour moi, cette course. Donc, elle a enfoncé le clou sur ce qui était balbutiant à ce moment-là, sur mon intérêt pour la course à pied. Mon beauf, que je remercierai jamais assez, mon beau-frère Rémi m'a embarqué sur ce projet-là et voilà, c'était une révélation. Donc, on n'était pas dans des dépassements absolus, etc. Mais pour moi, c'était déjà beaucoup. Comme dirait Michel Berger, c'était peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Et voilà, et je pense qu'elle a été vraiment marquante. Elle n'a pas été épique dans le sens où j'ai pas croisé d'ours ou je me suis pas fait une cheville au milieu de la pampa. Enfin, j'ai pas eu tout ça. Voilà, et c'est sûr que l'autre, bizarrement je l'ai pas couru, mais le marathon des sables, je pense que les gens qui me suivent un peu et suivent le podcast ont mesuré ça, mais ça a été pour moi une claque monumentale et une intensité émotionnelle que j'avais jamais connue, parce que j'ai passé le fait de passer beaucoup de temps avec des gens, et c'est aussi ça l'intérêt des immersions, pour prolonger ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est d'avoir du temps de qualité où tu prends le temps de parler, tu te croises 100 fois en une semaine. Et puis plus le temps passe, plus les gens sont vulnérables, fragiles, etc., s'exposent. Et tout ça crée des émotions très fortes. Donc le marathon des sables a aussi été très marquant pour moi, même si j'ai couru qu'une étape de ce marathon des sables. Mais ceci dit, c'est aussi, on en parlait tout à l'heure de ton immersion, mais c'est intéressant que ce soit le marathon des sables ou le half marathon que tu as fait dernièrement à Fuerteventura, oui. C'est ça. Ce que tu dis là, on l'entend, c'est-à-dire qu'au début, quand tu t'adresses à tes invités, ils ont une attitude. Et puis cette attitude-là, cette voix-là, change au fur et à mesure du temps. L'émotion est là, la proximité est là. Au début, vous êtes comme des inconnus, plutôt des inconnus, puis à la fin, vous êtes comme des amis proches. Vous avez presque hâte au prochain moment où vous allez de nouveau partager un micro. Je trouve que c'est assez chouette et assez emblématique de notre sport, encore une fois. C'est quelque chose qu'on retrouve, on enlève tous les micros, les podcasts, etc. Quand on va courir une course avec parfois des inconnus, on passe la ligne avec des amis. Combien de coureurs a cette histoire-là à raconter, voire des histoires à raconter. Cette question-là, c'était pour savoir quelle était ta course épique. J'ai dit Caro, mais il y a Juliette, il y a Justin, il y a Mathilde aussi qui s'intéressait à la connaître. Quelle est la meilleure course, le meilleur trail que tu aies couru? Ça, c'est Jean-Yves Allais qui le demande. Compliqué aussi. Ouais, difficile. J'ai 2 souvenirs vraiment chouettes. Le Ventoux, que j'ai trouvé course de début génial, d'année. Course de début d'année au mois de mars. Le format 46 km de mémoire. C'est un super souvenir. Le format, donc. Ouais, le format que j'ai fait dans sa version hivernale, donc avec les pieds dans la neige. Et puis avec le confinement, il y a une version aussi plus estivale au mois de juin, qui a été très difficile pour moi. C'est pas très bien passé, mais je l'ai fini, mais ça a été compliqué. Donc voilà, le Ventoux me plaît beaucoup. Et puis c'est ça, ça reste une course relativement intime. Les élites sont à proximité, donc voilà, il y a aussi ce côté-là d'être dans un environnement qui est chouette et galvanisant aussi, d'avoir des beaux athlètes aussi inspirants à nos côtés, au-delà du parcours qui est génial. Et j'ai pas fait le marathon du Mont-Blanc, j'ai fait la version cross de 23 km. Ça a été pareil, une claque en termes de décor. Ça a été éblouissant, vraiment. Puis un des meilleurs moments de l'année pour être dans cet endroit en plus. Ouais, c'était merveilleux. Début d'été. Un beau souvenir aussi du marathon du Mont-Blanc et du cross que j'ai pu faire cette année. Plusieurs de tes auditrices et auditeurs parlent de tes objectifs 2023. Donc tu nous as dit clairement que, en tout cas, ton premier objectif sera le MDS. Alors je te pose la question, est-ce que tu auras d'autres objectifs que le MDS? Et puis Aline te demande si tu as peur. Est-ce que tu as peur à ce marathon des sables 2023?
Alors, effectivement, le MDS, c'est l'objectif principal du premier semestre. Donc, il sera jalonné d'objectifs intermédiaires. Là, notamment, je vais faire l'Éco-Trail de Paris, donc le format 80 km, donc m'essayer sur un format longue distance que je connais pas et qui n'est pas non plus le plus exigeant en termes de technicité et autres. Donc, ça va être un bon moyen Mais pour moi attention, il est d'essayer. surprenant. Ouais. Je me méfie un peu. Je vais aller faire une course fin janvier dans les dunes. J'essaye mon premier trail blanc, là aussi, au mois de janvier à la Clusaz, le trail du Bélier. Donc voilà, des petits rendez-vous qui vont venir un petit peu tapisser la route jusqu'au Marathon des Sables. Je retourne sur la MCC en août parce que mon DNF de l'année dernière m'a quand même pas mal contrarié. Donc il m'a fait avancer, mais il m'a aussi contrarié. Donc j'ai, au-delà du plaisir que je vais avoir tu as quelque chose à finir. La semaine à l'UTMB, ouais, c'est la première fois que j'ai effectivement un goût d'inachevé sur une course. Et donc il faut effectivement réussir cette année-là. Et je cherche une idée pour octobre, en tout cas pour l'automne 2023. Il me faudra en général d'avoir 2 objectifs qui, à mon échelle, sont des challenges par an. C'est bien, ça me semble raisonnable. Écoute, je peux toujours t'inviter à venir partager mon intégrale des courses. Mais... Ouais, écoute, les Templiers, c'est un très beau festival, vraiment. Eh ben, il y a une autre question de Renaud qui demande c'est quoi le défi de tes rêves. D'ailleurs, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de la course à pied, mais quel est ton défi? La course qui te fait rêver aujourd'hui? La course, ou l'événement? Je vais être pas très surprenant, mais tout ce qui la Diagonale des Fous, en tout cas le Grand Raid de la Réunion, c'est évidemment quelque chose qui ressort beaucoup des échanges que j'ai pu avoir avec mes invités au fil des épisodes. Donc j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose très hors norme. Tu l'as vécu toi, et donc d'ailleurs il faudra qu'on prenne le temps que tu me racontes, mais ça m'appelle beaucoup. Et j'ai envie de faire des courses à étapes quand même beaucoup. J'ai découvert ce truc-là parce que moi j'ai jamais fait d'ultra et je suis pas certain d'avoir des capacités de faire ça. Ce format-là, de passer du temps, d'avoir des étapes où il y a quand même un challenge avec leurs répétitions, des conditions d'autonomie qui peuvent complexifier un peu l'expérience, me donne envie. Je sais qu'il y en a au Québec. Le Trans-Charlevoix, juste avant l'UTHC, qui a été inauguré cette année et qui a eu un succès. Il y a plusieurs personnes qui en parlent. Moi, j'y étais pas, donc j'en parlerai pas, mais il y a plusieurs personnes qui ont vécu ce moment-là et qui ont vécu le meilleur moment de course de leur vie, certainement aussi parce que, au-delà du fait que les lieux, la traversée de Charlevoix, c'est magnifique, humainement, c'est quelque chose, quoi. Humainement, c'est un peu comme le MDS, il y a une espèce de caravane comme ça qui te suit, et en même temps, tu es très loin de la civilisation, et en même temps, tu es en petit groupe, c'est vraiment... Donc il se passe quelque chose humainement et sportivement et géographiquement, il y a quelque chose de magique. Je pense que c'est, je vais pas dire le propre de toutes les courses à étapes, mais il y a quand même quelque chose là-dedans qui est tentant. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est l'idée d'aller chercher au-delà du sport. En tout cas, moi, c'est le genre de choses qui, je pense, me vont bien dans mes capacités, regarde mes capacités et puis dans ce que j'ai envie de vivre comme émotion. Hélène demande, et ça recoupe plusieurs de nos discussions dans cette émission, quelles sont tes futures immersions? Tu vas venir avec ton micro au MDS, on a compris. Quels sont les autres événements, en tout cas ceux qui sont prévus en cette fin d'année 2022, quels sont les autres événements prévus avec micro et immersion? Je crois que le Marathon des Sables est le seul qui soit acté à ce jour. Si je dis pas de bêtises, mais j'ai des projets en tête, mais non, le seul qui soit fermement et définitivement acté, c'est celui-là. Mais il y en aura d'autres, ça c'est une certitude. Vous pouvez compter sur ces épisodes-là pour au fil de l'année à venir. Peux-tu nous partager ton motto? Tu demandes toujours à tes invités quel est leur motto, alors le tien? Alors le mien, je le détourne un peu de son sens parce qu'il a une connotation religieuse, je crois. C'est le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. C'est ce que je racontais tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un de très passionné, entier, impulsif. Donc, ça a des bons côtés, ça en a des moins bons parfois. Mais j'ai envie de vibrer. Et puis, parfois, je fais fi un peu pas des conséquences, mais en tout cas, je fais confiance sur le fait que ça va bien se passer et que ça vaut le coup de le vivre. Et donc, voilà. Et donc, je suis très passionné de manière générale et notamment sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc voilà, parfois je fais des choses un peu déraisonnables et pourtant je suis quelqu'un d'hyper cartésien et les pieds sur terre, etc. Mais voilà, je me laisse emporter et ça me va assez bien. Je suis instinctif, donc je me fais relativement confiance sur ces choix-là.
et je suis prêt à en assumer les conséquences. Mais voilà, globalement, je me laisse guider par la passion parce que j'ai besoin de ça pour être heureux et accompli. Il faut pas toujours être dans le calcul. Je trouve qu'on a beaucoup tendance à analyser les choses ou jouer un rôle qui n'est pas vraiment juste parce qu'on veut maîtriser ce qu'on envoie comme signaux, etc. Et puis un peu se jouer des situations. Et moi, j'ai plutôt envie de faire les choses assez droites et m'accomplir, faire des trucs qui sont un peu n'importe quoi parfois, tant que ça se fait pas au détriment des autres ou autre. Mais voilà, en tout cas, de pas trop réfléchir parfois d'y aller. Course épique, donc tu célèbres le 100e épisode, mais Course épique va continuer de vivre dans sa formule actuelle, hein. On est bien d'accord? On est bien d'accord. J'ai posé la question, ça a été un moment où je te parlais un peu tout à l'heure d'être tout seul devant son miroir à se poser plein de questions. Je pense que la meilleure chose que j'ai pu faire sans le savoir à ce moment-là, c'était de poser la question à vous, les auditeurs, de où j'en étais, ce que vous attendiez, ce qui pouvait être mieux fait, ce qui pouvait être fait différemment, ce qui ne devait plus exister, ce que vous vouliez surtout pas perdre. J'ai mis plein de fausses pistes dans ces questionnements aussi là, et j'étais très heureux de voir que finalement il y avait une adhésion sur le projet Course épique tel qu'il est aujourd'hui, qui va évoluer par la force des choses, mais je veux surtout pas le laisser au bord de la route, et même s'il y a des versions un peu complémentaires qui prennent vie avec ces formats en immersion, je veux préserver ce que c'est, et tant qu'il y a des histoires, Course épique aura sa place et évoluera peut-être à la marge dans son format traditionnel, mais ces histoires, il y en a encore beaucoup qui peuvent être entendues et qui valent le coup et qui inspirent les gens. Qu'est-ce qui a le plus évolué entre, alors même si tu t'es pas réécouté le premier épisode et le dernier, est-ce que Course épique a beaucoup évolué selon toi? J'ai l'impression, j'allais dire ça, c'est que l'esprit finalement est resté assez pur par rapport à l'idée de départ. J'ai pas énormément changé de choses. Je me sens moi plus à l'aise dans cette voie-là. Exactement, c'est ça. Confiance. Toi, tu as changé en fait par ton expérience. C'est ça, et ce qui m'empêche pas d'avoir les pétoches avant chaque épisode, quel que soit l'invité que je vais recevoir, c'est forcément intimidant toujours. Le trac de l'artiste. Plus confiance. Ouais, mais forcément, enfin, tu vois, c'est pas naturel malgré tout. Hein. Je suis pas né animateur de podcast, je suis pas journaliste. Enfin, tu vois, c'est des choses que j'essaie de faire avec cœur et sérieux, quoi. Mais donc ça, c'est voilà, mais je sais et une toujours voix ça va être un et bon un moment. ton qui te démarque beaucoup. Je te l'ai déjà dit, on peut le dire en micro. Tu as une voix et tu as un ton qui est le tien. Et quand on écoute Course épique, quand on t'écoute ou ce que tu fais d'autre, on sait que c'est toi. Et ça, c'est tout bête, mais c'est important. Ouais, c'est gentil, mais tu m'as aussi beaucoup éclairé là-dessus, notamment au moment de l'UTMB, sur lequel qui m'a amené à repenser à un format, puisqu'on était sur des interviews en plateau et qui étaient pour la plupart post-course, de pas faire ce que les autres faisaient. Et ça, tu m'as bien rappelé à ça au moment où c'est toujours compliqué justement d'aller explorer un peu des nouveaux formats quand on a une recette qui semble plaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas perdre tout ça? On a peur en fait d'être à côté et de pas être juste. Et toi, tu m'as ramené à ce truc de faire pas ton esprit et essaye pas de faire ce qui existe déjà. Ce sera pas toi et puis ça marchera pas et les gens ils trouveront pas leur compte. Et c'était très précieux pour moi au moment où j'avais pas le point d'interrogation au-dessus de la tête aussi de pas perdre la carte. Je crois que c'est une expression québécoise. Mais en tout cas, voilà, d'être aligné et puis en gardant l'esprit de Course épique, en ajustant juste ce qu'il faut, le format pour qu'il soit adapté. Et puis tout s'est très bien passé. Et ça s'est bien passé, ouais, c'était chouette. Ça a été une belle expérience, ça, l'UTMB à fond la caisse, parce que donc tu l'as couru, même si ça s'est pas terminé comme tu le souhaitais le lundi, puis ensuite ça a été des émissions à chaque jour, avec plusieurs invités. C'est quelque chose que tu en tires quelque chose de super positif sur ton année 2022? Ah, c'est un des gros marqueurs, c'est sûr. C'était grisant, parce que c'était plein de premières, en fait, et c'est en partie pour ça que tu évoquais tout à l'heure la coexistence du boulot et de le fait de porter un dossard, c'est compliqué sur des courses. J'avais l'esprit pas du tout libéré au moment de la MCC parce que j'étais très angoissé par la semaine qui se profilait. J'avais des contenus UTMB à produire, j'avais des contenus en partenariat avec des marques qui venaient en complément. Donc ça faisait 9 épisodes sur la semaine à sortir avec un casting dingue. Ouais, t'as eu beaucoup de monde. Ouais, j'ai eu de la chance et de la vidéo pour la première fois et du public pour la première fois. Donc tout ça faisait beaucoup de premières. Donc ça a été évidemment ça m'a un peu écrasé, mais ça a été un marqueur. Et puis j'ai mesuré aussi à cette occasion-là que la perception de Course épique dans le marché, on va dire, avait évolué et que c'était l'expression des pas en avant de Course épique. C'était aussi ce format-là UTMB incarnait un peu toute l'avancée de Course épique et ce petit truc que j'avais commencé sur mon canapé 2 ans et demi avant, ça a été quand même un marqueur fort de
La route est encore très longue et c'est très inabouti, mais c'est une étape en tout cas qui a été importante. Et l'UTMB m'a fait confiance pour être partenaire média aussi sur cet événement, ce qui était aussi très inespéré. C'est marrant, 1 an avant, j'avais regardé l'UTMB sur mon téléphone au Pays Basque chez mon père pendant les vacances. Et je m'étais dit, le critère de savoir si oui ou non je suis dans la bonne direction, c'est l'endroit où je serai dans 1 an autour de l'UTMB. Il faut qu'il se soit passé quelque chose de significatif autour de ça. Et j'ai tissé des chouettes liens avec eux depuis. Et on a eu l'occasion de monter ce plateau. Et puis le format a évolué. Je suis venu avec une équipe, je suis venu avec 2 personnes aussi. Donc on a vécu l'aventure à 3. Pour moi, ça a été aussi une validation du chemin, un peu symbolique, mais de se dire que voilà, tout ça avait pris une bonne gueule, en tout cas celle que honnêtement, je n'osais même pas espérer. Et c'était aussi un marqueur en ça, parce que c'était un petit milestone que je m'étais fixé. Comment tu te sens aujourd'hui? Là, on est en fin 2022. J'ai l'impression que tu es à un tournant de ta carrière de podcasteur, de start-upper. Comment tu te sens? Enthousiaste, chanceux. Vraiment privilégié, c'est ce que je l'ai beaucoup dit, mais je me force à le dire de la même façon que je le dis beaucoup à mes enfants dans plein de situations, de jamais être blasé de quoi que ce soit qu'on vit, parce qu'on a une chance incroyable. Donc je sens ça. La gratitude. La gratitude, je trouve, tu l'as aussi dit tout à l'heure, Nico, mais on évolue dans un système génial. On passe quand même nos journées à rencontrer des gens géniaux, quoi. Des gens qui sont simples, qui ont des valeurs, qui sont disciplinés, qui aiment la nature, qui aiment le dépassement, qui se font mal qui sont résilients. C'est fabuleux de côtoyer des gens comme ça, en fait. Donc, moi, je veux que tout ça dure et préserver ça. Je veux trouver une chouette place pour Course Épique dans tout ça et que ça réponde surtout à des attentes des gens, que ça vienne aussi leur apporter des choses. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire pour Course Épique. Donc, voilà, j'ai confiance en ce que je fais. Je pense que c'est sincère dans l'approche et que ces trucs d'histoire autour de la course à pied du premier au dernier, c'est les histoires dont les gens ont envie. On l'a vu il y a encore récemment, les victoires ou les défaites de sport, c'est des moments d'émotion intenses et sublimes, et ça fédère les gens, et moi ça me porte, quoi. Donc tout ça me fait me dire que ce que moi j'essaie d'entreprendre à ma petite échelle, qui est cette petite entreprise qui est Course Épique, a du sens. Je côtoie des gens super, et puis ça durera le temps que ça durera, on verra bien. J'ai pas la réponse, mais moi j'ai l'ambition, j'ai envie d'aller plus loin, et puis je veux pas travestir ce que je suis dans toute cette histoire-là. Et puis j'ai envie de la partager aussi avec une équipe, ce que je racontais. Enfin voilà, j'ai envie de me donner les chances de faire évoluer tout ça, parce que je pense que ça peut répondre à des besoins et des envies des gens, en tout cas d'entendre ça. Et quand je reçois plein de messages de gens qui se sont inscrits à leur premier trail après avoir écouté Course Épique, donc c'est un des petits cailloux sur le chemin. Il y a plein de sources d'inspiration et autres, et c'est surtout mes invités, hein, moi je suis pour rien, mais tout ça donne du sens, quoi, à ce que je fais, et j'ai envie de continuer à le faire. J'ai confiance et j'ai l'impression d'être bien entouré avec des gens de bons conseils, et avec c'est assez grisant. Eh bien, bon anniversaire à Course Épique et bonne continuation. Et puis quand même, il a toujours, je viens de voir apparaître, il a toujours ces, comment on appelle ça, des bracelets de la MCC, et l'autre c'est quoi? C'est du HMDS. Le Donc là, c'est quoi? Je le couperai quand j'aurai fini la MCC l'année prochaine. C'est ça l'idée. C'est l'objectif. Bon. Ouais. Merci Nicolas, merci beaucoup. Merci à toi, et j'espère avoir retransmis assez correctement les questions de tes auditeurs. Je les ai peut-être pas tous cités, mais il y avait vraiment beaucoup de questions, parfois qui se recoupaient, et j'espère n'avoir oublié personne. Merci beaucoup Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut toi te souhaiter pour cette année qui arrive, parce que c'est l'heure des bilans aussi et des projections pour toi à titre personnel, pour la bande AD+, pour Distance Plus, c'est quoi les... Et pas que ça continue, qu'on continue d'être lu, que la bande AD+, continue de s'épanouir. On a la chance. Alors c'est un podcast très différent, c'est un talk show, c'est une émission de débat avec tout le temps autour de la table plusieurs personnalités. Donc là pour l'instant je suis moi aussi dans un questionnement, même si la réponse est quasi faite, mais on arrive à la fin de la première saison, donc c'est toujours bilan très positif. Le bilan est extrêmement positif. J'ai pas fait les calculs dernièrement, mais on avait dépassé les 150 000 épisodes en 18 épisodes réguliers, puis j'ai également un hors-série, donc bien au-delà de ce que j'avais pu imaginer. J'ai une bande de folie autour de moi. Ma grande satisfaction, c'est d'avoir
fait un casting qui aurait pu, dont j'imaginais que ça allait fonctionner, mais ça a fonctionné. C'est-à-dire qu'on est devenu une bande qui, le podcast est diffusé toutes les 2 semaines, puis on continue de discuter quotidiennement, de débattre. Toutes les membres de la bande continuent de débattre, donc ça c'est chouette. Avec passion et expertise. Oui, exactement. Donc j'espère que, voilà, en théorie, la saison 2 va repartir dès le mois de février. J'espère que ça va s'agrandir correctement, que ça va continuer de grandir plutôt correctement. Il va y avoir des petites annonces. Là, je ne les fais pas là parce que les choses ne sont pas officielles, mais il y aura des toutes petites nouveautés, de belles petites nouveautés pour 2023. Donc oui, bon vent à nos projets respectifs, à Course Épique, à la bande AD+, et puis à tous nos collègues podcasteurs aussi. Je pense qu'on a une belle communauté au sens large, donc c'est ça. J'ai été ravi d'être avec toi. Ouais, merci. C'était un super moment, comme toujours. Merci d'être là, c'est précieux. Et puis merci aux auditeurs de ce podcast. Et pour ceux qui ne connaissent pas la bande AD+, je vous invite vraiment à plonger vos oreilles et vous immerger. Immerger, ça marche ça? Ouais, on peut tout faire. On peut tout faire. Voilà, vous immersionner. Immerger. Dans la bande AD+. Merci Nico, bonne fête. Merci, un bon temps des fêtes à toi et à tous tes auditeurs et auditrices, qui sont peut-être pour certains des auditeurs aussi et auditrices de la bande AD+. On a en garde partagée, c'est sûr. Oui, c'est ça. Salut Nico et merci bye bye. À tous les auditeurs pour ces 100 épisodes. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment. Alors j'ai un petit bonus à vous proposer caché discrètement à la fin de cet épisode parce que Nicolas Fréret pensait se sortir de cet épisode de Course Épique sans avoir droit à sa question qui pique. Et ça, c'était évidemment se mettre le doigt dans l'œil. Donc j'ai évidemment mitonné. Ouais, c'est un piège qui se referme sur toi. Je suis très mauvais dans ces trucs-là en plus. Mais tu connais ma bienveillance. C'est parti? C'est parti. Alors Kylian et Nicolas font une course sur 100 mètres. Et bah, ça part bien. Lors de la première course, c'est étonnamment Kylian qui l'emporte avec 5 mètres d'avance sur Nicolas. Pour équilibrer les choses, Kylian décide de partir 5 mètres derrière la ligne de départ pour la seconde course. Qui va remporter cette deuxième course? Kylian. À cause du prénom ou Oui, à cause de Kylian. Mais si je suis pas un grand mathématicien, mais en théorie, on devrait arriver à égalité. Mais s'il part 5... en réalité, vous serez égalité au 95e mètre, puisque toi, tu auras fait 95 mètres et Kylian, qui est parti 5 mètres derrière, aura fait 100 mètres et donc tu auras rejoint. Ah bah oui. Et donc, comme il va plus vite, il a bien gagné. Sur les 5 derniers mètres, il va faire la toute petite différence et te chipper la première place, mais tu seras quand même sur le podium. Mais Kylian fera toujours la petite différence. Bravo, tu as quand même trouvé la réponse, c'était Kylian. C'était facile. Non, c'est du talent. Rebonne fête, Nico. Bonne fête à toi.